Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Au nom de l'Association canadienne des conceptrices et concepteurs pédagogiques, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier sur l'IA générative et la conseillance pédagogique. D'abord, quelques mots sur notre association. Alors, l'Association canadienne des conceptrices concepteurs pédagogiques est une association qui existe depuis maintenant 15 ans. C'est notre année d'anniversaire cette année. Vous allez en entendre parler toute l'année. Nos membres sont des concepteurs, conceptrices pédagogiques qui sont agréés. Notre association donne un agrément aux membres et nos membres sont reconnus, appréciés et agréés. Nous ouvrons également nos portes cette année à des associés non agréés, des personnes qui voudraient se joindre à nous sans nécessairement détenir tout le potentiel de compétences nécessaires à l'agrément. Et puis, on ouvre aussi à notre communauté de pratique à d'autres personnes qui pourront se joindre à nous pour bénéficier de certains types d'avantages. Alors, je tenais à vous présenter notre nouveau visuel pour notre association. Nous avons également un nouveau site web. Alors, je vous invite tout le monde à vous rendre sur le site web et à pouvoir prendre les informations que vous désirez sur notre association. Alors maintenant, je vais parler davantage de notre activité aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce 16e événement de l'année 2025-2026. Nous avons au total eu cette année 19 événements, des classes de maîtres, des ateliers. Nous avons eu un panel sur la gamification et nous avons eu une place publique sur l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle donnée par Madame Viviane Valran. Alors, toutes ces belles activités-là nous ont vraiment mis en selle. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'être entretenus par Madame Elisabeth Joly, qui est du Service national du récit, le campus récit maintenant, dans sa nouvelle structure revampée par notre gouvernement. Alors, Elisabeth est une pédagogue passionnée et polyvalente, d'abord enseignante en sciences et technologies au secondaire. Elle s'est spécialisée en conception de formation à distance. Depuis les dernières années, elle a occupé différentes fonctions en conseillance technopédagogique, en centre de services scolaires, ce qu'on appelle ici au Québec, qu'on appelait les commissions scolaires, qui s'appellent maintenant les centres de services scolaires, à l'Université TELUC et au campus Récit. Un design pédagogique intégrant des approches adaptées à chacun, une utilisation judicieuse des outils technologiques, une imagination débordante et un sens esthétique et photographique développé sont sa signature. Nous devions avoir également une co-animatrice, Madame Julie Beaupré, du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UQAM. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, Madame Beaupré n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, seulement pour mentionner qu'elle est maintenant au carrefour de l'UQAM et elle a été précédemment à l'Université TELUC en soutien au personnel enseignant et chargée de cours actuellement encore à l'Université de Sherbrooke et elle a déjà fait partie du récit. Donc, on était en territoire connu. Euh, N'oubliez pas, on est un petit groupe. Vous pouvez quand même utiliser les outils de clavardage qui sont à votre disposition. Euh, Vous pouvez également contribuer dans le clavardage. Les outils d'animation, devrais-je plutôt dire. Vous pouvez utiliser le clavardage. Vous allez voir, Elisabeth va vous donner des moments où il y aura des possibilités de poser vos questions aussi. Donc, deux moments d'échange dont elle vous fera part au cours de son animation. Mais gênez-vous pas pour aller dans le clavardage. Moi, je vais seconder Elisabeth à cet effet. Euh, et puis, ben voilà, ça termine les petites informations que je voulais vous passer. Puis, je vais vous présenter un petit résumé de la présentation d'aujourd'hui, puis je vais laisser la parole à Elisabeth. Donc, le titre de la présentation aujourd'hui, c'est Et si l'IA générative propulsait la conseillance pédagogique? On sous-entend ici, non seulement elle ne diminue pas le besoin, mais elle le propulse.
C'est mon interprétation, je peux dire. Alors, une personne conceptrice ou conseillère pédagogique assistée par l'IA générative augmenterait la qualité des objectifs d'apprentissage, des stratégies pédagogiques et de plans de cours qu'elle conçoit comparativement à une personne conseillère pédagogique expérimentée travaillant sans cet outil, selon Hartman 2024. À l'aide d'une formule participative et d'échange, nous poursuivrons notre accompagnement, Elisabeth et Julie, dans notre mobilisation de l'IA générative, à l'aide de tâches authentiques et complexes accomplies par les personnes conseillères pédagogiques. Julie et Elisabeth mettent l'accent sur les requêtes efficaces et le potentiel de l'IA générative pour que les experts puissent se dépasser dans chacun leur contexte professionnel. Alors, c'est une belle, un projet bien ambitieux pour la prochaine heure et demie que nous allons passer ensemble. Sur ça, je vais laisser la parole à Elisabeth. Merci beaucoup pour la belle présentation. Puis c'est le fun de réentendre ma description parce que c'est Julie qui l'avait écrit dans le top. Fait que j'étais comme, oh, c'est vrai, Julie, elle avait écrit une belle description. C'est le fun. C'est Euh, bien. oui, vraiment. Donc, bienvenue à tous ou à toutes. Pour ceux qui sont avec nous, j'ai modifié le titre de la présentation parce que je suis allée sur votre site puis j'ai fait le tour un peu puis je me suis dit, ah, mais je vais adapter un petit peu le message pour la conception pédagogique. On est toujours pas loin, conseiller pédagogique, conception, on se rejoint tout de même. Euh, donc, vous m'entendez? Oui, si ça fait un peu de bruit, je pense que c'est mon copain qui vient d'arriver là, puis qui enlève ses On grosses bottes n'entend de rien. travail. Non, tout va Merveilleux. bien. Donc, je vais dans le vif du sujet avec vous. Donc, l'objectif de l'atelier, aujourd'hui, on va cibler ensemble l'heureux mélange humain, IA générative pour le développement de la compétence professionnelle de la personne conceptrice ou conseillère pédagogique. Donc, ce serait en 1 heure et demie, peut-être moins, dépendamment, là, parce que si c'est moins de monde, on va peut-être avoir moins d'échanges. Bon, on verra bien. Donc, une petite intro de 10 minutes, l'atelier 20 minutes, retour sur dialogue 25, on verra. Bon, j'ai dédoublé un peu, là, on va avoir 2 interactions, puis on va repartir nécessairement avec des outils que vous allez pouvoir utiliser. Il va y avoir des moments vraiment qu'on va pouvoir échanger, faites-vous-en pas, mais c'est un petit groupe, donc je m'adapte si vous avez des questions. Notre duo est probable. En fait, on prend le temps de le présenter puisqu'on s'est rendu compte au fil des ateliers, puisqu'on a animé, Julie et moi, pendant près de 2 ans ensemble des ateliers sur l'IA. Là, elle continue, elle est à l'UQAM, moi je suis au campus Récit. Ça a été une peine d'amour épouvantable pour notre duo, mais on essaie quand même de se retrouver à travers tout ça. Julie, c'est une personne, elle a un beau côté de blé. On dit qu'on est un mini-wheat. Elle a un côté de blé, elle échappe aucun détail. Elle a vraiment un esprit d'analyse. Donc, tu sais, elle va densifier tout ça, puis elle va vraiment faire quelque chose qui va être super bien. Puis moi, je vais arriver vraiment avec plein d'idées en dehors de la boîte. Des fois, il y a trop d'idées. Mais Julie, elle m'aide beaucoup. Donc, dans notre duo, on essaye finalement de rassembler les forces. Puis je vous invite finalement à peut-être au courant de l'atelier de vous identifier. Est-ce que vous êtes plus givré avec beaucoup d'idées ou plus du côté blé? On peut voir les deux côtés, mais ça peut être une forme pour mieux s'identifier. Donc, l'IAG en conception, en conseillance pédagogique. Dernièrement, je travaille beaucoup avec des concepteurs de formation à Campus Récit. J'agis à titre de conseillère pédagogique pour eux. Puis j'ai beaucoup de questionnements au niveau de quels sont les éléments de conception de formation qui nécessitent vraiment de la créativité humaine. Puis quels sont ceux qui nécessitent peut-être plus d'efficacité, de récurrence, d'analyse de données, je dirais le boring stuff. Puis mon questionnement, il vient du fait que on dirait que tout semble facile présentement dans la conception. On dirait qu'on dit ah, je vais donner ça à l'IA. Ah, elle va le faire à ma place, elle va me produire quelque chose d'intéressant. Puis là, je me dis mais quel est le coût de donner tout ça finalement à l'IA? Est-ce qu'on perd un peu cet esprit critique, cet esprit d'analyse qu'on a comme conceptrice ou comme conseillère pédagogique? Puis d'ailleurs, peut-être que vous l'avez vu dans la description, Hardman, Philippa Hardman, c'est une chercheure qui est très impliquée dans le développement en IA générative en pédagogie. Puis elle a fait une analyse en fait auprès de 200 et plus conseillers pédagogiques.
Donc, ce qu'elle a fait, c'était vraiment une étude pour voir en fait à quel point l'IA peut venir nous aider dans le conseillère pédagogique dans ce cas-ci, ça donne bien, c'est pour la conception pédagogique. Donc, le CP à ce moment-ci, c'est voyons, conception pédagogique concepteur. Ce qu'elle a demandé, en fait, elle avait demandé trois tâches aux 212 conseillers pédagogiques. Donc, rédige les objectifs d'apprentissage, sélectionne des stratégies pédagogiques, puis crée un plan de cours. Puis finalement, elle a réalisé trois groupes de personnes. Il y avait des CP qui étaient expérimentés sans IA, des CP expérimentés avec IA, puis vraiment une personne non CP, donc on dirait peut-être un expert de contenu avec IA, donc il n'est pas nécessairement en pédagogie. Puis ils ont vraiment analysé les résultats ne sachant pas lequel était fait. Donc on peut penser que peut-être votre prédiction, j'imagine, ce serait, ah, mais le CP expérimenté avec l'IA, il va sûrement être meilleur, mais si on se dit non, non, un CP qui a beaucoup d'expérience sans IA va avoir plus de créativité. Puis en fait, on se dit, bon, mais là, le CP, est-ce que c'est la créativité, l'efficacité, la récurrence? Tu sais, quelles sont les caractéristiques que l'IA nous amène au niveau de vraiment de la qualité du contenu? Donc, il y a eu un impact au niveau de la conception pédagogique puisque les CP expérimentés sans IA, euh, la méthode sans IA semble être les meilleures. Donc, c'était l'hypothèse. Les CP expérimentés avec IA, bon, ça va améliorer la vitesse, la qualité, surtout si la CP est expérimentée. Puis la non CP, ben, l'IA devrait faire un peu devrait faire peut-être le travail à la place de la personne. Puis c'est souvent cet élément-là que j'entends, ah, on va tous perdre nos jobs, ils vont nous oublier, on n'aura plus de conseillers pédagogiques, on n'a plus besoin. Euh, peut-être à un certain niveau, peut-être pas. Puis, en fait, si on regarde les résultats de la recherche, eh bien, c'est le CP expérimenté sans IA qui est arrivé avec des moins bons résultats. Donc, les objectifs d'apprentissage étaient là, mais il manquait peut-être de profondeur. Au niveau des stratégies pédagogiques, il y avait quelque chose, mais il manquait peut-être une petite touche. Même chose au niveau du plan de cours. En deuxième position, eh bien, c'est la personne non conseillère pédagogique avec IA. Nécessairement, peut-être qu'on ne mettrait pas n'importe qui comme non-conseillère avec IA, du sens qu'il faut savoir écrire une bonne requête, assurément. Il faut savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Mais quelqu'un qui s'y connaît un peu, qui dit, bon, ben, va faire appel à la recherche, il y a quelque chose qui peut quand même sortir de bien. Mais au final, c'est vraiment le CP avec IA qui est arrivé en première position. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie aussi, c'est de réfléchir avec vous jusque où on l'utilise et dans quel cas. Puis au niveau des trois tâches, ben, jugé très bonne et exceptionnelle, le CP avec l'IA, il y avait vraiment comme une grande tendance. C'était pas quelque chose qui était ambivalent à 40%. Non, il y avait vraiment, tu sais, 70% en montant, où est-ce que c'était jugé vraiment bon et exceptionnel, le résultat donc du CP expérimenté avec l'IA pour les trois éléments. Ça va jusqu'à présent, je ne vous ai pas perdu. Vous avez des yeux encore éveillés, je trouve ça très bien. Puis, de mon côté, j'ai fait quelques constats à la suite de la lecture que Julie Beaupré, dans le fond, elle a analysé un article de recherche, puis elle a mis sur le collimateur qu'on appelle pour l'UQAM. Puis l'article, il s'appelle Entre délestage cognitif et apprentissage. C'est un article vraiment très bien fait qui nous fait vraiment réfléchir puisque euh, je l'ai observé moi aussi dans mon milieu, du sens avec avec les concepteurs pédagogiques. Moi, je les rencontre, puis je lis peut-être leur contenu, une ébauche de contenu. Je vais les aider finalement à choisir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Puis en parlant un peu avec les concepteurs, je me rendais compte que ben, ils l'avaient tout fait avec l'IA. Puis il y avait une certaine gêne au début, mais ils me le disaient carrément. Ben, mais je l'ai fait avec l'IA, je l'ai pas relu. Puis, tu sais, ça va vite. J'étais comme, OK, bon. Puis là, ben, je remarquais en fait que le contenu de l'IA, ben, souvent, il est très peu nuancé. C'est sûr qu'à chaque jour, l'IA s'améliore. Ça manque d'expérience humaine. Donc, dans notre cas, on est dans la formation à distance. Puis, ce qui garde finalement la motivation de nos personnes enseignantes, c'est le fait qu'il y a un peu d'humain à travers le contenu.
Donc, le contenu aussi est toujours très simplifié. Donc, la personne, elle consomme le matériel. On tombe rapidement dans une page d'information et non d'une auto-formation. Donc, est-ce qu'on se dit, bon, est-ce qu'on fait une page Wikipédia ou bien on est vraiment en train de demander à la personne de s'investir dans tout ça? Ce que je remarque aussi au niveau de l'IA, c'est qu'il y a vraiment une uniformisation des propositions. Nécessairement, il va se fier sur la littérature, il va se fier sur les bonnes pratiques, puis il va proposer des approches qui ont fonctionné par le passé, puis qui peuvent continuer de fonctionner. Je dis pas que ce qui a déjà été fait est pas bon, mais ça donne quand même souvent les mêmes propositions. Donc, faites une étude de cas, faites un quiz, faites ci. Moi, je suis comme, OK. Tu sais, c'est des choses qui sont souvent euh, très morcelées. Donc, faites une évaluation à cet endroit-là. On est moins dans le big picture, dans la macro-conception, où est-ce qu'on pourrait avoir vraiment un scénario ou un parcours d'apprentissage que peut-être, je pense, une conseillère pédagogique ou un concepteur pédagogique pourrait faire. Les contenus sont souvent peu engageants, mal adaptés aussi aux personas. Il y a moyen de l'adapter aux personas. Puis là, j'ai l'impression de comment, vous avez sûrement l'impression que je commence la présentation en vous disant, bon, mais l'IA, c'est la pire chose au monde, mais faites-vous-en pas. Le but, c'est d'avoir peut-être la bonne approche, ou en tout cas, une des bonnes approches de votre côté pour pas perdre toutes les bonnes habitudes, ou les bonnes connaissances de conseiller pédagogique. Donc, comment qu'on fait pour que l'IA reste un bon assistant et comment devons-nous l'utiliser? Puis, pour faire suite avec le délestage cognitif, j'ai lu dernièrement, je pense que c'était Philippa Hardman dans son dernier article, elle disait, il y a certaines études qui commencent à pointer que lorsqu'on donne une tâche à l'IA, c'est qu'on accepte à un moment donné de ne plus être capable de faire cette tâche, puisqu'on ne va pas la pratiquer. Donc là, on accepte tranquillement de plus la faire. Donc, à toutes les fois qu'on a peut-être une problématique, on n'a plus cette faculté de dire, ben, je vais y réfléchir, je vais trouver une réponse ou une solution au problème. Ben, je vais aller tout de suite à l'IA. Donc là, on est en train de perdre peut-être la faculté de réfléchir à une problématique à toutes les fois qu'on décide de donner cette tâche-là à l'IA. Donc, j'essaie de garder ça en tête pour me garder finalement quelque chose de le fun, quand même, dans mon métier. Donc, c'est quoi le résultat optimal dans tout ça? Lorsqu'il y a une relation symbiotique entre la personne CP et CP humaine et l'IA. D'ailleurs, dans un des articles de Hardman, elle a présenté les trois stades d'utilisation de l'IA. Par exemple, dans le premier stade, qui avait aucune valeur ajoutée, c'était vraiment que la personne, elle lui donnait des tâches très simples du genre rédige-moi un courriel, corrige mes fautes, toutes ces choses-là. Donc ça, il n'y avait pas une relation qui était bénéfique, on va dire, pour l'humain. Ensuite, c'est le deuxième stade qui avait pas non plus de ressources bénéfiques pour l'humain. C'était au niveau de produis-moi des quiz, produis-moi des questions, écris-moi le contenu sur cette matière. Donc, encore une fois, la personne, l'humain, perdait une certaine faculté à peut-être organiser le contenu, à mieux planifier ses questions. Puis le troisième stade, c'était le stade idéal, où est-ce que on délègue des tâches qui sont boring stuff, comme je vous disais un peu tantôt, mais qu'on les délègue au complet à l'IA pour se garder finalement la partie réflexion. Donc, c'est une hypothèse qui est en train de mettre en place, du sens que lorsqu'on va lui donner peut-être vraiment tout le côté admin, et là, ça va dégager finalement une espèce de lourdeur, puis là, on va pouvoir se concentrer à des tâches qui sont vraiment davantage plus intéressantes pour l'humain. Moi, je vois Rachel qui est apparue dans mon écran. C'est bien drôle. Ça a fait comme le mot Rachel. Ça va. Tout est bien. Supprime pas ma présentation. C'est ça l'important. Ça devrait bien aller. Ensuite, au niveau des résultats optimaux, faites-vous-en pas, je vais pas parler tout le long. On va pouvoir échanger tout à l'heure. C'est un système, je dirais, un arbre décisionnel que les gens de l'Université Laval ont produit, que je trouve quand même intéressant. Si on reste dans l'idée qu'on n'utilise pas l'IA à toutes les tâches, ben comment qu'on fait pour choisir finalement une tâche qu'on donne ou non à l'IA? Nécessairement, quand on fait une requête, ben on essaie toujours d'y aller avec une bonne requête qui donne le plus d'informations possible. Si on reste très simple, je sais que vous y connaissez un peu, d'y mettre la tâche, le rôle, le contexte, le format, puis là, on fait la requête.
Puis finalement, le contenu qui est généré, est-ce qu'il répond à mon besoin initial? Oui, bon, ben, je vais valider le contenu puis je vais l'intégrer. Il répond partiellement, bon, ben, je vais peut-être réviser le contenu puis l'intégrer. S'il répond pas à mon besoin initial, malgré le fait que je l'ai bien formulé, ça vaut peut-être la peine de dire, bon, ben, ça, de ce côté-là, je vais l'abandonner, puis je vais le faire moi-même. Donc, ça, c'est un peu un arbre décisionnel très simple, mais au moins, ça nous aide un peu à réfléchir, ou si jamais vous animez des ateliers de formation aussi, ça peut être intéressant à utiliser. De mon côté, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai rajouté de la présentation initiale, c'est d'avoir peut-être un appui théorique que vous connaissez peut-être. C'est celui de l'Université de Montréal puisqu'il n'existe pas beaucoup d'appuis théoriques lorsqu'on parle de conception pédagogique. En conscience pédagogique, on a un référentiel de compétences que je vais vous présenter partiellement tout à l'heure. Mais au niveau de la conception pédagogique, ben là, on a peut-être moins de choses. Et l'Université de Montréal ont mis à jour finalement leur référentiel de compétences pédagogiques à l'intention du personnel universitaire. Puis, le personnel universitaire, dans sa tâche, nécessairement, a la conception de formation. Ils vont faire de la recherche, ils vont aller dans les communautés, etc. Mais ils ont la partie vraiment conception. Puis, dans le référentiel, donc celui qui est à gauche de l'écran, là, le petit bleu, bleu poudre, mais on a vraiment la compétence 1, où est-ce qu'on est dans la planification pédagogique, puis dans la compétence 2, où est-ce qu'on est dans la conception pédagogique. Puis ils ont vraiment, je me souviens plus exactement combien de compétences il y a, mais ils ont relié tout ça à un référentiel d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc chacune des compétences ont été vraiment reliées avec beaucoup, je dirais, de prise de conscience, c'est quoi le but d'utiliser l'IA, qu'est-ce qui peut être utilisé, qu'est-ce qui est pas une bonne idée. Souvent, ils vont marquer les avantages d'utiliser une requête pour générer du contenu, les désavantages, puis aussi les limites. Donc, ça permet d'être vraiment le référentiel, c'est un outil vraiment de réflexion lorsqu'on on y va étape par étape, super bien construit. Puis comme je vous disais, au niveau de la C1, de la C2, on est dans la planif puis la conception. Puis ça, c'est en fait qui regroupe tous les domaines du référentiel de compétences, donc la mise en œuvre, la planif, etc. Donc, si vous le tapez, mais tout à l'heure, vous allez avoir accès à la présentation, puis j'ai les liens là, au travail. Puis une des portions, c'est que dans la composante de la pratique pédagogique, bon, ben, il y a la planif, la planification, la conception, l'intervention et l'évaluation. Vous remarquez peut-être les couleurs, bleu, vert, jaune, rouge. Puis il y a une partie qui vraiment, ils viennent présenter chacune des étapes avec une description de en quoi ça consiste. Vous allez voir où je m'en vais avec mes skis. Le fameux référentiel, ben, ils ont bâti finalement des tâches pédagogiques. Des fois, ils vont proposer vraiment la requête complète. Des fois, ils vont expliquer, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de est-ce que c'est une bonne idée, c'est quoi les limites, c'est quoi qu'on doit prendre en considération. Donc, par exemple, c'est peut-être petit, hein, je parlais d'accessibilité tout à l'heure. Mais par exemple, si on veut rédiger des bons objectifs d'apprentissage, situer son cours dans le programme, adapter à son public cible, planifier une activité, concevoir des formats, des ressources d'apprentissage engageantes. Donc, ils ont vraiment relié les deux. Puis ça, on a vraiment des très bonnes pratiques qui sont énoncées dans ce référentiel-là. Ça va jusqu'à date. Vous suivez encore. Merveilleux. Donc, la prochaine étape, écoutez, je vous montre, j'ai ressorti finalement des requêtes. C'est surtout ce qu'on a fait, Julie et moi, depuis 2 ans. C'est qu'on remarquait que les gens avaient des requêtes très simples. Donc, ils disaient, bon, ben, écris-moi des objectifs pédagogiques pour ce cours. Je pense que ça a évolué depuis 2 ans et demi. Les gens ont bien compris la mécanique. Mais on s'est rendu compte qu'avec un tableau de ce type-là, avec rôle, contexte, tâche, exemple, ça l'aide vraiment à bien formuler sa requête. Puis finalement, comme vous voyez ce qui est surligné en bleu poudre, là, où est-ce qu'on a les parenthèses, ben, ce sont des requêtes à compléter. Donc, ça peut être intéressant pour le manier vraiment pour son public. Donc, on lui demande, dans ce cas-ci, c'est une requête qui vient pratiquement pas du référentiel, on l'a modifié un peu, mais donc, d'agir à titre d'expert, je suis concepteur en asynchrone, dans mon cas, pour Moodle.
en lien avec le développement professionnel de la compétence numérique. Je veux clarifier mon intention, je veux identifier, je veux vérifier mes objectifs en te référant aux bonnes pratiques de rédaction d'objectifs. Propose-moi des objectifs observables, des formulations différentes, en ordre de complexité croissante, qui simplifient la formulation. Évite les formulations floues, comprendre, connaître, un verbe d'action et la taxonomie de Bloom. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser et réutiliser tout au long, qui est vraiment intéressant. Puis en fait, peut-être qu'on pourra l'utiliser ensemble si vous avez envie de l'essayer. Là, souvent, ce qu'on fait, Julie et moi, c'est que on donne accès à notre PowerPoint, puis les gens viennent prendre les colonnes de droite, les copier-coller dans l'IA de leur choix, puis ils testent en live avec leur propre matériel. Puis après ça, on échange. Je vous présente un autre, peut-être deux autres, puis après, on pourra regarder ça ensemble. Un que je trouve très bien, qui, dans mon cas, comme conseillère pédagogique, c'est va vraiment dans le même sens de ce que j'ai besoin, c'est que souvent on oublie que comme concepteur, on n'est pas la personne pour qui on fait la formation. Donc, je ne suis pas la personne cible. Si par exemple je veux monter une formation sur Perplexity, qui est une IA. Bon, ben, si moi je monte la formation, j'ai un certain niveau de connaissance initiale sur le sujet, puis je vais l'orienter peut-être vers la pédagogie, secondaire. Donc là, moi, je suis pas la personne cible, là. Mais si, par exemple, je veux faire une formation pour les profs où est-ce qu'ils sont très débutants, ils n'ont jamais vu une IA de leur vie, puis si on se fie peut-être à certains modèles, ben on voudra peut-être leur donner des exemples de leur vie personnelle, ensuite au niveau professionnel, puis ensuite au niveau pédagogique. Donc là, je vais suivre, c'est le modèle de Rabi. Donc, quand on utilise une nouvelle technologie, on va l'utiliser de façon personnelle d'abord. Moi, je dis souvent que j'ai utilisé le chat GPT, j'ai découvert vraiment des belles perles, comment l'utiliser quand je me suis mis à l'utiliser personnellement. Exemple, j'étais allée en voyage, puis là, je voulais avoir un bel itinéraire, ben, je lui ai demandé un itinéraire. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas répliquer ça au niveau de la planification pour de la rédaction d'un travail? Bon, ben, je lui ai demandé, j'ai un travail à faire de 50 pages, une étude de cas, puis je travaille 40 heures semaine, j'ai des enfants une fin de semaine sur deux, planifie-moi la rédaction de mon travail. Donc, des fois, d'avoir un usage personnel, on peut le transposer ensuite au niveau professionnel. Puis, au niveau du persona, ben, c'est un peu ça, je me suis rendu compte, c'est que mes collègues, parfois, mes collègues, ou en tout cas les personnes avec qui je travaille, ben, ils pensent pas à interroger les personnes parce qu'on n'a pas toujours accès, finalement, à notre persona. On n'a pas toujours accès à la personne qui va consommer cette formation-là. Puis, ben, les conditions de succès, finalement, on va peut-être créer un persona avec ChatGPT. Puis là, ben, avec ChatGPT ou avec n'importe quel gem, avec Gemini, bon, ben, si j'ai mon persona virtuel, j'ai des objectifs d'apprentissage, ben, je peux peut-être lui demander qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça motivant? Est-ce que tu aurais envie de faire la formation si elle était bâtie comme ça? Donc là, on a une personne qui est virtuelle quand même, mais on pourrait lui demander. Donc, j'ai remis les limites qui sont dans le référentiel. Donc, agir en tant que personne apprenante ayant le persona suivant. Donc, vous pourriez, si vous avez des données, des fois, certaines entreprises ont des données sur leur persona. Des fois, on peut les construire aussi avec tout de même des généralités, et des stéréotypes, mais ça vaut quand même la peine. Voici les objectifs de la formation. Nomme-moi si les objectifs correspondent à tes caractéristiques, tes contraintes. Est-ce que tu vois des difficultés au niveau méthodologique, au niveau organisationnel? Est-ce que le sujet est intéressant? Répond au point de vue de la personne apprenante. Puis, c'est à ce moment-ci que j'ai envie de vous envoyer. Je vous ai mis un constructeur de recherche. C'est un ancien conseiller pédagogique du récit. Puis avant, il y avait vraiment des personas qu'on pouvait copier-coller. Maintenant, il les a directement intégrés dans son constructeur de prompt, où est-ce que je peux choisir la personne. Puis là, je fais suivant. Puis, par exemple, je vais faire ça, suivant. Puis là, je peux sélectionner un verbe, puis je pourrais mettre ma tâche ici. Donc, vous pouvez soit utiliser celui-là ou celui-là. Parce que, en fait, ce que j'ai envie de regarder avec vous, c'est si vous avez du matériel en tête, si vous avez des objectifs d'apprentissage, si vous avez envie de le tester, on pourrait le faire ensemble, mais je vous mets le lien
un lien court, là, mais je vais agrandir ici. J'ai pas, j'ai pas. Ah, il y en a qui ont écrit dans le chat, merci. Je suis côté de blé. Ah, c'est le fun. On a les deux. Ben, je vous invite peut-être à vous rendre dans le PowerPoint, puis on pourrait tester, ou si vous avez des commentaires ou des questions, là, on peut regarder ça. Je vous laisserai quelques minutes pour aller tester les différentes requêtes là, des diapositives 18, 19 et 20. Je sais pas si j'ai comme un lien. Toutes les dispos. Oui, vous avez accès. Oh, je vois des gens arriver. Une grenouille anonyme, c'est bon signe. Comme je vous disais, je sais pas si la consigne, là, vraiment, on prend cette... Oui, pourrais-tu préciser ta consigne, Ben Elisabeth? oui, en fait, je vous invite peut-être qu'on teste le premier, voir qu'est-ce que ça pourrait donner de votre côté. En fait, on prend cet élément-là, CTRL-C, un petit raccourci clavier, puis on peut venir choisir l'IA de notre choix. Ces temps-ci, j'aime beaucoup Claude. Je trouve qu'il va vraiment très loin dans son analyse, mais de façon concise. Je sais qu'habituellement, quand on partage son écran, ça prend trop de bandes passantes pour faire des requêtes en même temps. Mais puis là, je copie-colle. Développement numérique chez mes enseignants. Clarifie mettons un module sur l'utilisation de l'IA en conseillance pédagogique. Peut-être en conception aussi. Conception, c'est une bonne idée. Ça va être encore plus proche de nous. Intéressant en bonne pratique. Propose-moi un objectif observable. Tiens, je vais prendre celui-là. Un objectif observable dans une formation à distance. Donc, je sais pas, comme, ah, il marche, ok, bon. C'est vrai qu'on est en live, ça fonctionne pas. Vous allez voir peut-être de votre côté, là, si vous avez envie de l'essayer. C'est sûr qu'on va pas refaire l'expérimentation de Hardman, ou est-ce qu'on va tester avec, sans l'IA, etc. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant de voir le résultat. Hmm. Quand même donner quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y en a qui l'ont Ouais. testé, qui aimeraient partager ou questions, commentaires, insultes? Je prends tout. On va y aller. Peut-être, Rachel, si t'es sur un iPad, ça doit pas être évident de passer d'un à l'autre, hein? Je vais l'essayer avec ChatGPT.
Ah, moi, j'ai probablement pas formulé de façon assez précise ma requête parce que là, j'ai utilisé ChatGPT pour voir la différence avec Claude. Et puis, il m'a donné un petit cours sur qu'est-ce que c'est un objectif, puis comment on les Oh! formule, puis la taxonomie de Bloom. C'est, il faudrait que, c'est quoi un bon objectif d'apprentissage, un exemple d'objectif observable, trois formulations. Bon, il y a un niveau faible appliqué, un niveau intermédiaire analysé, puis un niveau avancé créé. Par exemple, rédiger une intention d'apprentissage mesurable pour un module asynchrone. C'est, bon, c'est un peu, Je sais que dernièrement, avec ChatGPT, j'ai été vraiment déçue. Je trouve que la qualité elle a baissé beaucoup. Je ne sais pas s'ils veulent nous orienter vers la version payante ou... possiblement parce que moi aussi, la version gratuite, c'est plus ou moins. Mais tu sais, j'ai pris textuellement ton Oui, prompt, là, puis je l'ai lancé comme tel. Fait qu'il manquait peut-être de clarté aussi, là. oui, ben c'est ça. Peut-être que dans le fond, les éléments qui sont entre crochets, on essaie de préciser vraiment selon le contexte. Ouais. On va peut-être lui demander. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a exploré? Je vais essayer de préciser. Je sais pas s'il va être assez. Ah ben oui, il a de l'air pas pire. Sophie Tremblay. Ah, mais c'est bon, ça, c'est donc drôle, quand même. Si vous Tu sais, avez quelqu'un qui vous éclate, je pense que vous allez faire comme oh, je vais peut-être aller l'ouvrir. ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose. Ah, c'est intéressant, mon Dieu. Il est beaucoup plus aligné, on dirait, hein? Bon, ben, il m'a créé carrément une fiche de personnage. Je pourrais la downloader. Puis par exemple, là, je vais aller utiliser mon autre prompt que j'avais préparé. Donc, adapter les objectifs à mon public persona. On va vraiment préciser de plus en plus ce qu'on souhaite au lieu d'avoir le persona suivant ou en précédent. Voici les objectifs choisis. On nous avait recommandé le 3 et le 4. Donc, parfois, tu sais, là, on a des objectifs, mais on pourrait avoir peut-être du contenu vraiment rédigé. Puis on dit, bon, mais là, est-ce que la façon que le contenu est rédigé, est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que je devrais diversifier un peu plus ou je devrais garder vraiment du texte, tout simplement? Bonjour, je suis Sophie Tremblay. Ah, c'est bon. Rédiger un prompt, ça m'intéresse, c'est correct. Quelque chose que je pourrais utiliser dès lundi matin, préparer mon cours de français, examiner la séquence, qui m'inquiète un peu. Ah, le mot taxonomique me fait tiquer. Ça devient un obstacle. Effectivement, ça, c'est des choses que quand on parle des enseignants du Québec, là, quand ça devient très pointilleux, des fois, ils ont tendance à plus décrocher, les Hmm. contraintes, qu'est-ce que j'aurais besoin. Eh bien, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils nous fassent un aussi bon persona. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je serais bien curieuse de voir pour toi, Michel, pas pour toi, Michel, je t'appelle encore Michel. Rachel, si chez Revenu Québec, quel genre de persona qui pourrait sortir à ce niveau-là? Je pense qu'ils tiendraient compte de nos clientèles. Moi, je suis à la direction des particuliers, donc tu sais, il y a comme les ménages, les étudiants, les aînés, tout ça, mais j'ai jamais utilisé cette fonction-là, la correspondant public cible, en mettant à la place de l'apprenant. Je trouve que c'est intéressant. Oui, OK, ben super, c'est ça le. J'ai jamais pensé, j'utilise l'IA quand je conçois des formations, mais je faisais pas ce côté-là. Ah ben tant mieux. Yay! On a quelque chose à gagner. Ouais. Merci, ton Mais c'est commentaire. important parce que en didactique, quand on conçoit un cours, on, on interprète les objectifs d'apprentissage, puis on interprète aussi les caractéristiques de la clientèle pour bien adapter la formation aux besoins. Donc là, on demande à l'intelligence artificielle de nous créer des personas, mais on peut lui donner les personas que l'on connaît et il va probablement ajuster ces questions, ces, euh, ces réponses-là, tu sais, en fonction de ces personnages-là, de ces personas-là. Oui. Euh, c'est si on s'adresse à des concepteurs pédagogiques, ben, on n'aura pas autant besoin de, disons, je sais pas moi, identifier les composantes d'un objectif d'apprentissage mesurable. Ben, tu sais, moi, le ChatGPT est venu me donner quelques objectifs pédagogiques là, au niveau analysé. Là. Analyser l'alignement entre les objectifs, les activités et les évaluations d'une formation module. C'est bon. Puis rédiger des objectifs d'apprentissage observables à partir d'une activité de formation en ligne. Ça reste quand même assez général. Oui, il n'est pas très précis. Tu sais, je sais que l'Université TELUC, qui ont une page justement concernant leur propre persona. Puis quand je travaillais fois à la TELUC, on savait que c'était des gens qui avaient minimum 36 ans, qui étaient de façon ils étaient très autonomes, puis c'était vraiment avec un horaire atypique. Donc peut-être ils sont monoparentales, ils ont les enfants une semaine, il y en a l'enfant peut-être une semaine sur deux, c'était souvent des femmes qui étaient à la télé. Puis avec ça, ben, tu sais, on laisse de côté peut-être, on va direct, straight to the point. On n'a pas de travaux d'équipe. Tu peux le faire quand tu veux, à ton rythme. Donc, on adaptait finalement les méthodes d'apprentissage, oui, aux bonnes pratiques, mais surtout selon les contraintes. Je pense à Rachel, tantôt, ce que tu as mentionné, du sens, s'il y a des aînés, s'il y a des plus jeunes, ben, souvent, les personas, ce que je propose, c'est d'en faire minimum trois. Absolument, on arrive à faire le tour. Là, dans ton cas, peut-être un petit peu plus. Mais tu sais, on va avoir la personne qui est très débutante, peut-être en technologie, la personne qui est intermédiaire, la personne qui veut, qui en veut toujours plus. Puis quand je donne finalement un atelier, j'essaie le plus possible d'aller chercher toutes ces personnes-là pour qu'ils en aient pour leur argent. Parce que Julie puis moi, des fois, on suivait des formations, puis on était comme oh non, encore l'historique de l'IA, on la connaît. Ah, mais là, on va pas aller chercher quelque chose. Tu sais. On se disait, si vous voulez savoir l'historique, elle existe. Nous, on va passer à côté, on va aller directement, puisqu'on sait qu'on est avec d'autres conseillers pédagogiques dans ce domaine. Puis c'est souvent, quand on est conseiller pédagogique ou concepteur, j'ai l'impression qu'on a une très bonne vue d'ensemble de quel genre de personnes on peut avoir là, autour de nous. Là. Fait que c'est très facile mais pas très facile, mais ça peut être aidant à construire. Mhm. Ah, mais c'est merveilleux. Je suis contente de ce côté-là. On avait ici, on pouvait là, on avait demandé finalement d'adapter les objectifs à son public cible. Mais là, par exemple, ici, on avait questionné à la diapo 22, si jamais vous y avez accès. Donc, on pourrait questionner son public cible. Tu sais, comprends-tu l'objectif? Est-ce que voici la description du cours? Qu'est-ce qui t'intéresse? Quel dispositif te permettrait de mieux apprendre selon ton contexte? Vois-tu des difficultés, encore une fois? Je sais que nous, à campus, on se disait, on va faire des webinaires, on va faire des webinaires. Puis on se rend compte finalement qu'il y a deux personnes. Puis quand on s'est mis à les questionner, les gens nous ont dit, ben, souvent sur l'heure du dîner, ben, j'ai des cas d'élèves. J'ai pas le temps de me rendre devant mon ordi ou bien je vais comme juste ajuster mes périodes pour l'après-midi. Puis je sais que d'autres conseillers pédagogiques se sont mis à faire un peu des 5 à 7. Puis là, c'était plus intéressant. Il y en a même qui se sont mis à faire des 4 à 5, mais version balado.
Parce que, par exemple, pour les gens de la région de Montréal, il y avait plus de trafic, puis ils étaient 1 heure dans leur voiture. Fait que là, ils préféraient finalement écouter un balado pendant qu'ils sont dans la voiture. C'est là qu'ils apprenaient le mieux. Fait que ça fait quand même une bonne différence. On est plus dans la région de Québec. Moi, je suis dans la région de Québec. On a moins de trafic ici, heureusement. Donc, les gens, ils sont plus tendance à vouloir voir les personnes. Ils ont un peu plus de temps, étant donné qu'on on est moins dans le trafic. On va s'inventer un peu de notre avantage. Ouais. S'il y avait d'autres commentaires avant qu'on poursuive la deuxième partie, voulez-vous un petit break de 5 minutes à la salle de bain? On poursuit. Ça va? Ça va. Oui, ça va. On poursuit. Merci. Ah, Marilyn a nomme une requête que j'aime bien demander à l'IA. Les forces et les faiblesses d'un cours dans l'objectif de ne pas créer de surcharge cognitive, avoir les impacts, les aspects à améliorer. Tout à fait. Oui, vraiment, là, la surcharge cognitive, tout à fait, oui. Au niveau même du visuel, tu sais, parfois on se dit, moi j'ai tendance à faire des blocs de texte puisque je veux pas nécessairement divertir mon apprenant, puis je veux pas nécessairement qu'il soit passif juste en cliquant. Je veux qu'il, tu sais, je veux dire, il y a encore des gens qui achètent des livres de 600 pages, donc je me dis, il y a encore des gens qui sont intéressés par cette forme d'apprentissage. Puis, il suffit des fois, là, j'avais demandé à un moment donné à l'IA, bon, comment je pourrais faire pour mieux organiser le contenu, mais finalement, elle m'a donné des conseils au niveau du design visuel. Donc, d'y aller sous forme de cartes, sous forme de blocs, d'avoir des puces, d'avoir différentes encadrées. Le cerveau n'a pas l'impression de lire un gros bloc de texte s'il est séparé sous forme de cartes. Donc, je vais régler finalement mon problème au niveau de la surcharge, mais au niveau de la surcharge visuelle. Donc, pour la deuxième partie, on va tendre finalement vers les compétences de la conception, voyons, de la personne conseillère pédagogique numérique. C'est Félix Argouin, l'année passée. Il avait tenté finalement, ben, il a tenté, il a réussi de faire un référentiel pour les conseillers pédagogiques. Je pense que son mémoire de maîtrise est maintenant paru. Je ne sais pas où est-ce qu'il est accessible ou quoi que ce soit, là, mais il a beaucoup évolué depuis. Puisque conseiller pédagogique, nécessairement, ça prend des qualités au niveau de l'intrapersonnel, les relations humaines, le pédago numérique, là, vraiment, comment qu'on fait pour avoir le bon outil au bon moment, au niveau, bon, on analyse le projet au niveau macro, micro, avoir un certain leadership, puis en conception pédagogique, des fois, ça revient souvent au concepteur pédagogique de mener les différentes étapes, puis certainement dans la gestion de projet. Donc, d'avoir tous les bons éléments au bon endroit. Je ne sais pas de comment ça se passe dans vos milieux. À la TELUC, par exemple, j'avais une réviseure linguistique, j'avais une graphiste, un intégrateur, une commis. J'avais moi, conseillère pédagogique, j'avais une gestionnaire de projet, puis j'avais mon expert de contenu. Donc, c'était une équipe qui était gérée par la gestionnaire de projet, mais la gestionnaire de projet, elle s'en remettait à moi pour la première année, puis ensuite, c'est avec tous les autres membres de l'équipe. Tandis que, par exemple, en ce moment, à campus, eh bien, il y a moi, avec le concepteur pédagogique. Donc, je m'occupe un peu de toutes les autres corps de métier. Puis, en fait, aujourd'hui, quelles compétences qu'on souhaite propulser? On est allé un peu dans le même principe, où est-ce que puis là, je vous mets en contexte, la fois qu'on a fait la présentation, on était en groupe. Donc, on avait un très grand groupe. Je pense qu'on était une cinquantaine de personnes. Puis, sachant qu'on allait être beaucoup, ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'est qu'on avait choisi ces trois compétences-là. Puis, on avait dit, bon, on va regrouper les gens, à peu près 5-6 personnes. Puis, on va finalement leur demander de faire une requête à l'IA. Puis, on va faire la même requête, mais entre humains. Puis, on a été un peu surprise du résultat, puis je pense que les conseillers pédagogiques sur place aussi. Ce qu'on a constaté, c'est que ceux qui n'avaient pas d'IA dans l'équipe, eh bien, il y avait un très gros échange. Donc, les gens avaient un peu le sourire, bonjour, je me présente, puis ils échangeaient sur leurs pratiques. Puis finalement, on avait un alignement au niveau de la vision. C'était vraiment, ça se faisait naturellement. Les gens avaient un certain leadership dans l'équipe, puis on mettait les forces des gens. Bon, toi, prends les notes, qu'est-ce que t'en penses, telle chose, on va produire tel élément. Puis l'équipe qui avait l'IA, eh bien, ça commençait très silencieux. Donc, les gens copiaient-collaient la requête.
Un peu comme on l'a vécu tout à l'heure. Donc, on avait un certain silence de bon, OK, faut que je comprenne c'est quoi exactement la requête. Je vais la copier, je vais modifier des éléments, je vais lire le résultat, je vais peut-être être insatisfaite du résultat de premier donné, donc je vais l'améliorer. Puis ça créait vraiment un silence dans l'équipe. Puis par la suite, il fallait, bon, attendre que tout le monde ait lu. Puis là, il commençait à avoir quelques échanges. Le résultat de cet atelier-là, finalement, c'est que les gens qui avaient produit avec l'IA, ils avaient produit beaucoup de choses, puis il y avait beaucoup de petits éléments très originaux. On était comme, ah, OK, ça, on n'y avait pas pensé. Mais c'était quand même assez décousu, du sens qu'on observait qu'il n'y avait pas nécessairement une grande cohésion parce que là, on avait plusieurs personnes dans l'équipe. Vous doutez que quand on était tous ensemble, sans IA, il y avait une certaine vision commune. Il y avait des idées qui étaient tout du moins utilisables et intéressantes, mais il n'y avait rien qui ressortait. On avait l'impression un peu de réutiliser ce qu'on connaissait déjà. Fait que peut-être qu'avec un peu plus de temps, les gens seraient allés un peu plus loin. Mais si jamais vous avez la chance finalement d'animer un atelier de la sorte, ça vaut la peine d'avoir dans la même pièce ce genre de choses-là, puisqu'on peut aussi on peut observer les gens, puis ils peuvent s'observer entre eux, comment ils agissent quand on a l'IA dans les pattes ou non. Puis, c'est d'autres requêtes, en fait, qu'on avait préparées en termes de conseillance pédagogique en lien avec les différentes compétences ici. Donc, je vais arrêter de cliquer, ça va bien aller. Compétences intrapersonnelles, se comprendre, se réguler, ça, c'est vraiment les libellés, dans le fond, que Félix Argouin avait vraiment détaillé là, dans son mémoire de maîtrise. Julie, elle avait eu accès finalement avant qu'il le publie. Puis on avait vraiment pu donner une couleur à tout ça. Donc, comment l'IA peut m'aider face à l'adaptation, la résilience, faire preuve d'une meilleure autogestion, de l'autonomie, favoriser mon développement professionnel. Donne-moi 10 suggestions. Puis c'est quelque chose que j'ai utilisé, que je trouve vraiment bien au niveau de, bon, ben, j'ai beaucoup de choses à faire. On dirait que tout est pour hier, puis que il y en a, j'ai toujours une demande de plus où est-ce que je dois dire oui parce que c'est pour hier. Puis bon, mais là, comment je fais pour insérer finalement mon développement professionnel à travers tout ça? Un des suggestions que j'avais eues, que j'utilise encore aujourd'hui, c'est que lorsque je monte des ateliers de formation, j'essaie toujours d'aller un petit peu plus loin dans la recherche, puisque ça va moi-même faire mon développement professionnel en même temps que je vais monter finalement la formation. Donc, c'est une liste dans les listes de suggestions. Euh, voilà. Et en fait, la deuxième activité, donc je vais pas très loin dans la forme qu'on échange, puis vous me direz si vous avez envie qu'on aille dans le même sens. Il y avait des requêtes. Là, on avait avec ou sans IA. J'ai décidé de vous les laisser. Si jamais vous avez envie d'animer un atelier de la sorte, vous pourrez réutiliser le visuel. On n'a aucun problème, là. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez réutiliser. On avait des compétences intrapersonnelles au niveau des relations humaines, donc comment maintenir une relation positive de collaboration, puis que les gens soient productifs. Donc, donne-moi des stratégies, comment faire de l'écoute active, comment faire preuve d'empathie, comment mieux gérer les relations, être un meilleur médiateur. Donc, c'est toutes des choses, on est moins dans le contenu, je dirais, mais quand on arrive finalement à gagner tout cet aspect-là de relations humaines, on va vraiment un petit peu plus loin. Je suis convaincue que vous pouvez confirmer tout ça. Puis au niveau du pédago numérique, en conseillance pédagogique, c'est comment vraiment bien intégrer les technologies pour que ce soit efficace, que ce soit stratégique. Souvent, ce que je remarque avec les concepteurs, c'est nous, on est vraiment axé sur monter une auto-formation en lien avec la compétence numérique des enseignants. Puis, ben, quand je questionne mes concepteurs, puis là, ils parlent, je donne un exemple d'enseignement explicite. Je suis comme, OK, mais là, comment vous allez finalement développer la compétence numérique des enseignants en parlant d'enseignement explicite? Ah, ben, je vais leur proposer deux, trois outils, puis ils vont pouvoir les utiliser. Oh, OK. Là, peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Puis justement, là, d'avoir ce genre de prompt-là, ben, ça peut nous aider finalement à avoir les bonnes questions. Parce que j'ai une collègue qui vient de commencer comme conseillère pédagogique, puis elle est beaucoup dans la réponse aux questions des gens. Puis moi, ce que je lui dis, c'est qu'on reste dans le questionnement, on n'est pas des experts. Puis tu dois finalement poser la question, ben, comment vous comptez
vraiment aborder le numérique. Comment vous comptez développer vraiment l'utilisation du numérique pour développer leurs compétences? Puis souvent, les gens ont la réponse, il faut juste bien les amener sur le sujet. Puis avec ces genres de prompts-là, ces requêtes-là, on a vraiment des belles suggestions qui peuvent nous apparaître. Fait que je Mhm. sais pas, il y en a-tu un en particulier que je pourrais mettre dans Claude, si vous voulez, qu'on pourrait le regarder ensemble? Pédago numérique, relations humaines. Il y en a un qui vise davantage la conception de formation. Hmm. Ce serait peut-être moins ça. Moi, je le vois partout, là, au niveau de la conception, là, mais dans le sens que il faut avoir ces compétences-là. On avait le leadership. Mais mettons, un concepteur pédagogique qui doit concevoir une formation, pas nécessairement pour le former en conception pédagogique, mais le concepteur pédagogique ou la conceptrice pédagogique, comment utiliser l'IA pour générer une formation sur un sujet particulier. Peut-être c'est ça qu'on pourrait expérimenter à travers les requêtes qu'on pourrait, tu sais, si vous avez des idées chez vous d'un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, peut-être la prendre puis l'utiliser comme idée de prompt à rédiger dans Claude là, pour le bénéfice de l'exercice d'aujourd'hui. Ben oui. Ce avec quoi vous repartez, puis peut-être qu'on va trouver ce qui vous conviendrait en ça. C'est un document que Julie et moi, on a fait en mars 2025 quand même, ça va faire plus qu'un an. C'est 33 qu'on requête déjà pour propulser. Ben, vous avez finalement, tu sais, par exemple, optimiser, mobiliser les numériques. Donc, agir comme un expert d'évaluation d'outils numériques, la mobilisation. Cette nouvelle technologie m'a été proposée. J'ai besoin d'un cadre pour en évaluer la pertinence pédagogique. Quels sont les critères qui devraient guider ma recommandation? Présenter un tableau comparatif. On Mhm. va peut-être l'essayer. Je trouve que ça pourrait être. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pris la décision sans vous consulter. Ça va. On te suit, là, nous autres. Ça, Comment? c'est. Les autres suivent, là, nous, là. Ça Vous va me très bien. suivez? Oui, oui, on suit. C'est bon, je vais en faire une nouvelle. Dans un milieu, est-ce qu'on essaie, Rachel, Revenu Québec, milieu professionnel peut-être, tel que Revenu Québec. Cette nouvelle technologie, est-ce qu'il y aurait une nouvelle technologie qui t'a été proposée qu'on pourrait nommer? Pour concevoir des formations, Peut-être. ben, c'est nous, on a un genre d'LMS là, qui est Brio. Je pense que c'est la plateforme de l'Université de Laval. Mais tu sais, ça permet de faire des quiz, puis tout est intégré en fait pour faire une formation à distance. Je sais Hmm. pas si c'est vraiment technologique parce que sinon, c'est des outils propres à l'organisation. Tu sais. Oui, peut-être qu'on pourrait. Je sais que dernièrement, j'ai vu passer, ça s'appelle Caramel. Bon, Caramel Ricardo. C'est sûr que c'est ça qui va sortir en premier. Caramel, c'est un outil OK. d'application pour justement Ouais, voir. c'est ça, parce que nous, on peut pas prendre des trucs du web, vous savez, parce que c'est gouvernemental, là. Exact, oui, ben, je comprends. Absolument, oui. Mais si on peut voir ce que l'outil web cool nous proposerait, puis on peut l'adapter avec ce qu'on a. Exact, La oui. suite Office. On va essayer Oui, oui, celui-là. oui, ça peut être intéressant. Ouais, ouais. Ben oui, cette nouvelle technologie, Caramel. Oh, j'ai dessus le lien qui s'est mis direct. Ça s'appelle comment? Je Caramel. pense qu'elle disait IA prof, non? Il y avait quelque chose d'autre. Création. Assistant aléa. Mon Dieu, c'est dans mes drôle comme nom. Ouais, c'est français, je pense.
Je vais juste dire bye à mon chum qui fait des petits sons pour jouer. Ah, il nous présente l'outil. Ah, ok. Mm. Mais quand même, tu sais, il peut nous donner une première évaluation. Tu sais, souvent, ce que Hmm. je vois, c'est des collègues qui sont comme, ah, mais t'as pas vu la nouvelle affaire? Je suis comme, ouais, qu'est-ce que ça fait là? Tu sais, des fois, on est très emballé, puis là, je trouve que, bon, là, j'ai atteint mon maximum. D'accord. Jusqu'à 5h30. D'accord. OK. J'aime quand même, tu sais, il va nous dire vraiment, il va produire du contenu générique décontextualisé. Tu sais, ça fait vraiment, ça peut faire un bon. L'accessibilité universelle n'est pas garantie. Donc là, il va falloir penser qu'on va retravailler en double au niveau de l'accessibilité. Mhm. Ah, on a la charge cognitive aussi, qui peut être mise en forme claire et cohérente. Mhm. Ah, dépendance à un outil tiers, ça, c'est une bonne chose, justement. On garde notre rôle d'expert. Des qualifications progressives si l'outil est perçu comme un substitut CP. Et ça peut être un bon outil, je trouve, admettons que notre gestionnaire il dit, bon, mais là, tu feras plus telle chose, là, on va prendre une IA, puis elle va le faire à ta place. Oh, t'as peu, là, tu sais, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin, puis le Mhm. regarder de tous les côtés. Ah, bonjour Marie-Hélène, on dirait qu'on a un visage. Oui. Marie-Hélène avait apporté, c'est Oui, Marie-Hélène, je crois, un commentaire ici. Euh, Par exemple, pour transformer des formations synchrones en formations asynchrones. Les contenus sont là, mais les stratégies pédagogiques sont à revoir. Là. Tout l'ensemble du parcours est à revoir. Donc, j'imagine que c'est assez facile, là. Tu sais, on peut inclure des portions du contenu déjà, ou en tout cas du parcours d'apprentissage. Tu sais, s'il y a, je sais pas moi, cinq, cinq activités synchrones, ben, on les présente et puis on les transforme en asynchrone parce que là, il n'y a plus d'enseignement proprement parlé. Donc là, ça prend du guidage, ça prend des interactions, ça prend des interactivités, ça prend des phrases de transition, ça prend de la rétroaction. Ça, j'imagine que, on pourrait utiliser un outil d'intelligence artificielle générative pour ça. Ça pourrait oui, être tout à fait. intéressant. Ça pourrait vraiment être intéressant. Puis peut-être que Claude, à ce niveau-là, il pourrait nous le proposer. Puis là, écoutez, je vais avec une idée comme ça, puis peut-être que vous la connaissez déjà, avec Notebook LM. Dépendamment de votre organisation, là, je sais que Rachel, elle nous dit, elle peut pas nécessairement tout utiliser, mais des fois, ça peut inspirer. Mm. Euh, Par exemple, je vous donne, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais avec Notebook LM, ben, je peux venir mettre un ensemble de documentation qui donne sur les bonnes pratiques. Mais dans le cas du transfert vers synchrone à synchrone, j'aurais eu tendance à mettre de la documentation sur l'enseignement explicite, mais version web. Euh, L'Université TELUC, par exemple, ont publié. Non, c'est vrai, c'est pas l'Université TELUC, c'est une université du Québec. En tout cas, ils ont produit des critères de qualité en FAD, en enseignement supérieur, pour vraiment. Fait que j'aurais tendance à mettre ce PDF-là, de vraiment de mettre des bonnes recherches sur les bonnes pratiques en FAD, puis de lui demander finalement à partir des différentes recherches, propose-moi finalement du contenu en incluant tout ça. Tu sais, puis souvent, ça vaut la peine de le faire vérifier si il sait vraiment de quoi il parle, là, du sens, je vais lui dire quels sont les éléments que tu devras ajouter pour que la formation soit complètement asynchrone, intéressante. Puis là, ben, Marcel, elle a nommé plein de bons éléments, du sens peut-être que là, s'il nomme les phrases de transition, l'adaptation, l'interactivité changée vraiment sur le web, ben là, une fois qu'il nous a peut-être confirmé ce qu'il connaît des bonnes formations asynchrones, ben là, on peut aller un petit peu plus loin. J'ai tendance aussi à lui demander quels sont les leaders dans le domaine, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait en sorte que ce sont des leaders dans le domaine de la formation à distance.
Puis selon les caractéristiques qui sont vraiment appréciées de cette compagnie-là, par exemple, tu sais, on a Coursera ou ce genre de choses-là. Bon, ben, Bâti adapte mon matériel dans le même sens. Fait que ça peut être quelque chose qui est intéressant. Tu sais, si on a quelque chose qui fonctionne, là, je sais que nous autres, notre Moodle, on a des statistiques. Donc, selon les formations qui sont le plus consultées, ben là, sont plus consultées parce que c'est le sujet de l'heure, peut-être, mais peut-être aussi c'est en lien avec le design. Donc, on peut dire, à la manière de cette formation-là, rédige peut-être ma formation synchrone en asynchrone. Peut-être le genre de Mhm. choses que je ferais. Mhm. Le givré est parti, là, vous avez ouvert la vanne. Ça va Oui, sortir. là, on est dans le blé, là, au maximum. Ah ouais, exact. Oui, parce que c'est sûr que la conception d'une formation, il faut donner déjà beaucoup, beaucoup de détails sur le contexte au départ. Et puis, il faut décrire les objectifs, les résultats attendus. Euh, Puis le contexte, c'est pas juste ben, les objectifs et tout ça, mais le contexte, est-ce qu'on veut utiliser une métaphore, les placer dans une grosse métaphore, comme vous êtes propriétaire d'une librairie, sachant que le livre connaît une décote de popularité, comment faire pour monter une formation de marketing pour des libraires, des petits libraires individuels. C'est bon. Et là, donc, tu sais, ça veut dire qu'on a des pages et des pages à lui fournir pour qu'ils comprennent vraiment l'essence du cours, si on part de zéro, là, et puis des éléments de contexte, des éléments de sens, des éléments sur la clientèle cible, les résultats attendus, etc. Oui, puis j'aurais tendance à pas non plus, tu sais, tout déléguer, mais peut-être déléguer les éléments qui doivent recouper beaucoup de données. Parce que, tu sais, si on est maître du contenu, puis on sait vraiment où est-ce qu'on s'en va, ça vaut la peine. Mais j'aurais pas tendance à prendre tout le contenu puis à dire adapte-le, tu sais. J'aurais plus tendance j'ai un peu de difficulté à relier peut-être ces deux éléments-là pour que ce soit, tu sais, plus fluide. Je trouve que la matière, à ce moment-ci, est mal présentée. Parce que, en fait, ce que j'ai remarqué les fois que, soit des concepteurs ou moi aussi, j'ai tenté de construire du matériel de formation avec l'IA, c'est qu'on perdait rapidement le fil conducteur. Puis là, on passait d'une page à l'autre, puis j'étais comme, ah, le contenu est là, mais tu sais, Et il c'est manque des couches, là. Tac, tac, ouais, tac, tac. Des couches de exact. contenu. Fait que je trouve Mhm. que de garder peut-être la main mise sur le contenu, puis de faire réajuster certains éléments, je trouve que là, ça devient vraiment plus bénéfique. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec des conceptrices ils voulaient faire une formation sur les comportements sexualisés des enfants au primaire. Donc, c'est une formation que tous les intervenants qui sont dans un milieu scolaire, un concierge, une secrétaire, un enseignant, sont en contact avec des enfants, puis ils observent une situation entre deux enfants. Mais là, comment on réagit? Puis là, ben, on a des valeurs dans tout ça. Puis là, ben, est-ce qu'on réagit selon nos valeurs? Est-ce qu'on réagit selon la science de ça? Est-ce qu'on connaît ça? Puis en fait, on voulait pas venir former des experts, on voulait plutôt on voulait faire une formation qui fait le portrait, qui dégage un peu le côté des valeurs de la personne. Puis on s'est dit comment rendre ça motivant selon leurs besoins. En fait, on a bâti un arbre décisionnel qui était vide selon certains critères. Donc, il fallait que la personne, tout au long de la formation, elle remplisse une case de son arbre décisionnel. Donc, est-ce que le comportement est problématique, oui ou non? Là, c'est quoi un comportement problématique? C'est ça, ça, ça. Ensuite, est-ce que le comportement s'est arrêté? Est-ce que j'ai la chance d'aller voir la personne? Oui, non. Est-ce que je dois contacter la DPJ? Est-ce que je dois contacter les parents? Ou est-ce que je peux intervenir directement auprès de l'élève? Puis là, avec cet arbre décisionnel-là, bon, on avait vraiment un produit fini à la fin et réutilisable. Puis les gens avaient une motivation. Puis là, on pourrait vraiment détacher finalement du sens que vous n'êtes pas sexologue, mais vous avez au moins un arbre que vous avez construit, bâti tout au long de la formation. Puis là, on est allé vraiment, l'IA nous a fait finalement
le visuel de l'arbre décisionnel. Elle nous a finalement écrit les textes version web parce que là, on travaillait avec des profs d'université où est-ce qu'on avait des très grands textes qui en finissaient plus. Bon, ben, adapte garde le même contenu, mais fais-nous une rédaction qui est plus web, qui est plus organisée par section. Puis là, l'IA nous a vraiment aidé à ce niveau-là et non dans le fil conducteur qu'on avait inventé finalement. Mhm. J'aurais une question. Est-ce que je peux me permettre? Ben oui, ben oui, ben oui, tout à fait. Moi, j'ai fait le tour pas mal de ce que je voulais regarder avec vous. Ben, je voudrais, dans un premier temps, laisser les gens poser leurs questions si, ils en ont déjà, à l'esprit. Fait que je peux vous donner la parole, Marie-Hélène, Christina, Rachel, si vous avez des questions par rapport à ce que Elisabeth vient de nous présenter. Bon, ben, allons-y. On va pouvoir, la formuler sous forme d'échange à ce moment-là. Ah, je peux te laisser lire ton mot de la fin, par exemple? Ah, je vous le laisse à l'écran. Non, allez-y, allez-y, allez-y. Marie, on t'entend pas dans le micro. Je sais pas s'il fonctionne de ton côté. Moi, mon micro, vous m'entendez pas? Non, Marie-Hélène, je voyais qu'elle bougeait les lèvres, mais on l'entendait pas. Ah oui, Effectivement, là, il doit être correct, là. Oui, on l'entend. oui, Mais c'est moi qui le problème était de mon côté. Non, je voulais OK. juste vous remercier. Moi, il faut que je quitte parce que j'ai une rencontre à 1h15. Mais merci beaucoup. Puis je suis désolée là, de ne pas avoir été là, mais j'étais vraiment là quand même. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai hâte de regarder plus tranquillement là, le PowerPoint à proposé. Puis moi, je suis pas conseillère pédagogique dans mon milieu, mais on en a deux dans notre équipe. Je coordonne des activités de conception quand même dans une équipe de formation. Ça fait que veux pas, la pédagogie, je baigne quand même un peu là-dedans, là, mais ça fait pas de moi une spécialiste. Fait que je trouve ça intéressant, dans le fond, de pouvoir utiliser l'IA pour venir pallier des fois au manque de disponibilité des conseillers pédagogiques ou des fois de pouvoir répondre plus avec plus d'assurance aussi des fois aux formateurs qui doivent concevoir parce que c'est avant tout des diffuseurs de contenu et des experts de contenu, mais pas nécessairement les concepteurs. On l'apprend sur le tas, là. Ben oui. Bon, mais on maîtrise pas tous les paramètres, là, comme il y a plein de choses que vous avez dites aujourd'hui que c'est des nouveaux mots pour moi, tu sais. Ah oui, hein? On le fait pareil, tu sais, puis je Ben m'en oui, rends ah pas oui. compte, là. C'est Ouais, ça. ma collègue, Je elle me trouve dit ça, souvent ça. En éducation, on est ouais. bien bon pour mettre des mots compliqués sur des choses qu'on fait naturellement, là. Oui. Oui. Mais Marie-Hélène, je peux vous Euh, demander où vous avez trouvé l'information pour vous inscrire aujourd'hui à ah, ce ben moi, moment-là? ça fait longtemps que je suis abonnée à l'infolettre. Fait que je Oui. reçois je travaille à CNSST. Ah bon. Puis je reçois l'infolette, puis de temps en temps, je m'inscris au webinaire. Mais ça faisait longtemps là, que je n'étais pas venue. Puis, Est-ce ben, que c'est vous ça. auriez par hasard fait des inscriptions de groupe dans les années passées Ah, ça se peut très bien. Je avec sais pas, CNSST? mais Oui, c'est très je me, possible, oui. oui, je me souviens. Ben, merci Ouais. beaucoup d'être là. Merci beaucoup. merci Au beaucoup. plaisir. Au Bonne fin de plaisir. Plaisir. rencontre. Rachel, avez-vous une question? J'ai vu tout à l'heure que vous avez ouvert le micro. Non, 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 j'attends la suite là, mais J'attends la suite. Bon, ben, Euh, moi, il y a une question qui m'intrigue depuis tantôt. Euh, c'est que quand on fait de la conception pédagogique, là, au-delà des contenus, là, des objectifs, et des ci, puis des ça, c'est pas tellement ça. Ça, nous autres, on baigne là-dedans là, depuis des années. Tu sais. Ce qui qualifie, ce qui représente davantage un bon concepteur pédagogique, c'est la qualité des parcours d'apprentissage qu'il va créer. Alors là, je me demandais, tu sais, par exemple, on va dire, ben là, on va leur présenter une situation d'amorce, une situation choc dans laquelle ils vont devoir exprimer ce qu'ils pensent. On va leur faire lire ces trois documents-là. Après ça, on va leur faire faire une auto-évaluation de leur propre connaissance sur le sujet. Après ça, dans un troisième temps, on va poursuivre avec un exercice. Après ça, on va les faire travailler en équipe asynchrone ou synchrone. Bref, ce parcours d'apprentissage-là, je me suis posé la question tout au long de votre présentation, de ta présentation, Elisabeth. Est-ce que on serait mieux, nous autres, de l'imaginer nous-mêmes? Parce que là, on parle d'imagination. On ne parle pas nécessairement d'un rendu d'un état
un fractionnement de données nécessairement. Est-ce qu'on serait mieux de créer notre parcours nous-mêmes, tu sais, avec notre architecture de notre cours, notre scénarisation, puis après ça, demander à l'intelligence artificielle de formuler ça en mots, ou bien si on peut lui demander, je sais jusqu'à quel point l'intelligence artificielle serait apte, compétente à créer des parcours imaginatifs. Hey, des fois, je me dis, j'avais déjà eu la question d'un prof en FP. Il me disait, tu sais, avec la génération qu'on a devant nous, là, il faut faire quelque chose de vraiment hot, là. Puis là, ça m'a fait, puis c'est pour ça qu'il, lui, il utilisait l'IA pour faire ses PowerPoint, faire ses vidéos, faire des images, puis j'étais comme, OK, c'est correct. Mais en même temps, si on est concepteur, on est-tu vraiment obligé de divertir? Tu sais, est-ce qu'on peut tout de même Ouais, mais asseoir c'est quelque ça. chose? Puis, dans le même sens que vous dites, au niveau, moi, j'aurais tendance finalement à faire mon propre parcours dès le début. Puis, je vous montre quelque chose qui aide beaucoup mes concepteurs présentement. Ah, Et, oui, Cathy Moore, peut-être vous connaissez, oui? oui. Ben, tu sais, tantôt on parlait de est-ce que je serais mieux de finalement de faire mon propre parcours? Ben, j'aurais tendance à faire un beau mapping de bon, ben, c'est quoi le changement de conduite attendu? C'est quoi les actions que je veux faire? Avoir mes activités d'apprentissage. Puis là, on vient mettre le contenu. On a tendance à. Puis Mhm. là, on voit que les flèches sont dans ce sens-là, que tout pointe vers le but. Mais Oui. moi, ce que je remarque avec mes concepteurs, c'est qu'ils ont le contenu, mais toutes les autres étapes sous-jacentes, ils les ont pas. C'est Euh, ça. On demande à un prof de nous faire son plan de leçon. Il va nous sortir sa liste d'épicerie de ses contenus. Aujourd'hui, je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, ça. OK, ça, c'est le quoi. Mais comment? Ah. Et c'est pour ça qu'ils font un bac en enseignement. ben oui, Tu sais. Mais c'est pour ça que, puis même Cathy Moore, elle parle de faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Elle parle de ce qu'elle appelle information dump. Faut éviter qu'un cours, ce soit une poubelle à contenu. Donc là, son action mapping, c'est exactement ça, tu sais, l'exemple que je donnais tantôt. Puis je suis contente là, que, tu sais, si tu dis, tu sais, en fait, c'est ça l'expertise de la conception pédagogique, c'est la scénarisation du cours. c'est d'avoir vraiment Donc, un bon scénario qui va être motivant, puis qui va vraiment être adapté, tu sais, aux personas. Puis je veux dire, je suis convaincue que l'IA, elle pourrait, ça va continuer de s'améliorer, puis elle devient de plus en plus, on va dire, chef d'orchestre là, dans tout ça. Mais oui. je suis convaincue que l'humain, il a les deux pieds dans la terre, puis lui, il est peut-être un peu plus au courant de c'est quoi les c'est quoi les struggles de la personne, comment qu'on va y répondre, puis à part de où exactement, puis on veut l'amener où, j'aurais tendance à poursuivre avec l'utilisation du cerveau, là, tu sais, de ce côté-là, parce qu'en même temps, plus qu'on en fait, ben plus qu'on va être capable de faire de plus en plus de liens. Je sais que j'avais relu le livre, j'oublie Baillargeon, là, Légende pédagogique. Puis Hmm. déjà, avec dans les légendes pédagogiques, ils parlent justement que pour s'améliorer dans quelque chose, puis pour avoir de plus en plus d'idées, ben, la mémoire RAM de l'humain est pas très bonne. Mais il faut y avoir, il faut qu'il y ait beaucoup de connaissances au travers, là. Puis c'est pas Normand Roy, là, mais le monsieur qui est une sommité là, en pédagogie psychologique, Euh, oui, 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 oui. les cheveux blancs, là. Oui, 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 oui. Mais Baillargeon, là, mon Dieu, il est philosophe aussi, hein? Oui, Oui, oui. exact. Oui. Puis J'oublie son nom, moi aussi. on sait de tout, de C'est tout Normand, comprendre. Oui, c'est oui. Normand. Normand, me semble, oui, Peut-être Normand. Normand Baillargeon, dans le fond, c'est la même personne qui a écrit Légende pédagogique et mais avec l'IA, tu sais, on va un petit peu plus loin du sens que c'est ça, faut faire attention quand on lui demande des choses parce que je pense qu'on va perdre cette faculté à avoir de Et l'imagination pour des parcours, là, tu sais. ben, à ce moment, oui, c'est ça, parce que, tu sais, je suis bien d'accord, je suis très d'accord avec le fait qu'on n'est pas là pour les divertir. C'est sûr qu'un PowerPoint ou une présentation visuelle, ça doit captiver, tout ça. Mais tout ça, c'est des arguments cognitifs. Autrement dit, une bonne conception pédagogique, ça doit soutenir le processus mental, le processus cognitif des apprenants, puis ils vont arriver à la fin de la formation, ils vont avoir appris, puis ça va avoir été facile, ils n'en auront pas eu beaucoup connaissance, tu sais, d'avoir, ils vont travailler, mais tout ça. Donc là, à ce moment-là, si on est capable
de créer des parcours inspirants, de créer du sens, de les faire travailler, mais ils vont comprendre pourquoi. Euh, Là, on pourrait demander à une intelligence de nous dire, bon, je sais pas moi, on décide de faire une étude de cas. Bon, mais là, on va lui demander de la créer, notre étude de cas. L'étude de cas, on peut travailler facilement 3 heures là-dessus. Parce qu'il faut donner des indices, mais pas trop, juste assez. Il faut pas donner les réponses toutes faites. Bon, à ce moment-là, on peut faire créer l'étude de cas, mais avec des consignes très claires sur le résultat qu'on veut. Mais on va l'intégrer au parcours qu'on aura soi-même imaginé. On peut soumettre notre parcours à l'IA pour avoir d'autres idées parce que moi, j'ai retenu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments originaux dans les réponses, mais je ne serais pas à l'aise actuellement de demander à l'IA de générer mon parcours. C'est de- Exact. je le ferai J'aurais plus le pas tendance moi-même. à le faire, puis à demander à l'IA, est-ce que ça convient au persona? Est-ce que ça convient dans les éléments dans les contraintes de temps et d'espace? La personne, elle a-tu accès à un ordinateur? Elle a juste un iPad, elle a juste un iPhone? Es-tu dans sa voiture? Es-tu en groupe? Es-tu Oui, à oui, l'aise oui. avec la technologie? Tu sais, mon Mm, copain, il travaille en excavation puis en déneigement. Bon, ben là, il fallait qu'il monte une formation pour les déneigeurs. Ben, mm, mm, j'enverrai pas les déneigeurs sur un Moodle. Ils savent pas c'est quoi, tu sais. Mais je vais peut-être les envoyer dans une cabine ensemble pour montrer, de faire du compagnonnage, puis d'avoir un support qui est peut-être résumé pour eux, qui vont pouvoir traîner, qui va être plastifié, tu sais. Fait que mm, je pense que l'aspect de s'adapter à la personne mm, va vraiment, vraiment être gagnant parce que des fois, je trouve que comme pédagogue, on se dit, ah, mais ça va être bon pour apprendre, puis là, ils vont vraiment bien apprendre comme ça. Oui, mais est-ce qu'il va vraiment le réutiliser? Puis souvent, je me questionne sur l'utilité d'un PowerPoint. Du sens, à toutes les fois, je présente des PowerPoint, puis je me dis, les gens qui assistent à mes présentations, est-ce qu'ils vont réutiliser le PowerPoint? Est-ce que c'est vraiment un élément de présentation? Donc mm. là, C'est un moyen d'enseignement, c'est même pas une stratégie. Non, C'est c'est ça, mais c'est devenu tellement multifonctionnel. On dirait qu'on n'a pas de PowerPoint. C'est souvent, les gens ne savent même pas commencer. Est-ce qu'on va avoir le PowerPoint? oui, je suis Et des comme à fois, c'est comme, ben, il n'y a l'intérieur. pas de PowerPoint, tu sais. Ou c'est C'est comme, on ça. va faire un PowerPoint. Puis là, je suis comme, mais c'est déjà dans le document Word. Là, il Exact. faut se questionner. Là. OK, on veut que ce soit intéressant à regarder, mais je veux dire, on ne va pas produire plein de documents. C'est ça mm, la difficulté. Ouais. Vraiment. mm, Fait que j'ai mhm, tendance, je l'ai testé dans une formation, un webinaire, justement, où est-ce qu'on a présenté un Word. On avait fait une checklist un peu pour, les gens avaient à préparer des formations, puis on s'est dit, on va vous préparer un checklist. Donc, est-ce que c'est engageant? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Puis, mhm. vous le partagez, vous allez pouvoir le compléter. Puis mon collègue qui animait, il était pas à l'aise. Il a ouvert Word et là, on essaye quelque chose. Puis j'étais comme, mais non, mais on va leur proposer un outil puis on le met en action, tu sais. On sort un peu de, tu sais, mon anxiété de vouloir présenter versus, là, c'est utile pour vous maintenant, là, tu sais. Donc, ça, Oui, c'est oui, oui, vraiment, on pourrait demander à l'IA de générer notre checklist pour assurer la qualité de certaines parties de notre formation. Mais vraiment, c'est intéressant. Ça vient d'ouvrir une boîte de Pandore, je dirais, là, sur ouais. le bien fondé de tout ça. Est-ce que vous Euh, avez un élément particulier qui vous a marqué plus qu'un autre, dans Ben, l'atelier? moi, j'étais vraiment contente de la statistique que vous avez nommée au début, là. Finalement, le premier, c'était le conseiller pédagogique expérimenté avec l'IA. Parce que moi, dans l'organisation où je suis, Revenu Québec, c'est gouvernemental. Donc oui, on a des licences, on a accès à Copilote, il y en a qui ont Copilote Travail, donc ça se base sur notre organisation. Puis il y a encore des gens qui ne l'utilisent pas, par exemple. Et moi, je pense que le défi pour les prochaines années, ça va être ça. Ça va être les gens. Moi, je pense que le poste de conseiller pédagogique ou concepteur, ça va rester, mais le défi, ça va être ceux qui l'utilisent versus ceux qui l'ont jamais utilisé. Parce que déjà, depuis que c'est sorti versus maintenant, il y a vraiment d'énormes progrès. Là, la mode, c'est de construire des agents. Là. Tu sais, tout le monde capote Ouais, fait des agents. Mais si tu l'as jamais utilisé, ben, tu vas juste faire des requêtes nulles, là, comme exact. puis ça, c'est pas une expertise juste faire des requêtes. N'importe qui peut faire des requêtes. Et à l'heure où justement les gens, bon, nous, on a des gens qui partent à la retraite, donc les experts de contenu, souvent, ben,
ils sont pris, là, ils disent, oh, ils doivent former. Je suis comme, non, c'est plus intéressant de prendre la tête de cette personne et de la mettre. On veut savoir qu'est-ce que compte faire ton cerveau. Nous, on va l'organiser, pas toi qui organise le truc. Et puis là, Non, tu n'as pas l'expérience. ben Donc, non. c'est ça que je trouve. Donc, vraiment, les bonnes requêtes, tous ces outils-là, je pense que c'est la clé. Puis de pas toujours avoir ce réflexe de comme, tu sais, l'utiliser tout de suite parce que des fois, on dirait que ça nous oriente vers quelque chose, puis t'oublies. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on pratique moins. Puis à un moment Oui, donné, tout va se ressembler. Donc, les gens qui vont étudier vont apprendre ah, OK, encore ça. Comme nous, on est rendu avec la voie de synthèse. Je leur dis, c'est parce qu'à un moment donné, la voie de synthèse, là, ça rentre plus, là. on est tanné, là. Ben Peu importe oui, la voix, c'est si le on fun sait que d'avoir c'est un pas vrai. Puis au temps, avoir téléphone, tu veux une voix humaine, là. Tu Ben sais, les gens, ils oui. répondent au téléphone. On veut qu'ils y croient. Donc, je veux dire, oui, on va enregistrer 4 fois, mais au moins, ça va être vrai. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça à faire aussi attention. Mais il y a, Oui, il y a plein de possibilités, c'est ça. Ouais. effectivement, oui. Puis souvent, j'ai tendance à le faire en équipe maintenant. Des fois, je suis comme, OK, gang, là, on essaye de trouver des idées, mais ouvrez pas l'IA. Je veux entendre vos têtes. Tu sais, vous avez une tête différente de la mienne, puis j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dedans. Puis j'ai malheureusement des collègues qui sont plus à l'aise. Tu sais, ils me disent, ah, je vais penser à ça. Puis là, je reçois un courriel avec un beau document de 10 pages. Là, je suis comme, ça me tente pas de le lire. C'est J'ai ça. pas envie, là, tu sais, c'est... On n'a jamais le temps non plus de relire nos choses. On passe dessus une fois, puis mm. Ouais, Mais je comprends. Puis l'exemple de Rachel à Revenu, au ministère du Revenu, c'est vraiment, le contexte, c'est vraiment très, très formel. ouais, Euh, et en même temps, il doit être très, très clair. Oui, c'est Parce très que, clair, ça. Ben, moi, je trouve qu'on est quand même en avance parce qu'au début, quand l'IA est sorti, moi, j'étais comme, bon, on l'aura jamais, là, parce que, tu sais, c'est comme Revenu ouais, Québec, toutes les entreprises sont avec Microsoft. C'est tout organisé, la sécurité, là, la confidentialité des données. Donc là, je me dis, wow, mais au sein de mon équipe, on est plusieurs à avoir, on utilise Copilote, la licence travail, mais sinon, tout le monde a juste le Copilote web et tout ça. Mais tu sais, il y en a qui ne l'utilisent pas, puis ils ne l'utilisent pas dans leur vie personnelle. Donc je me dis, ben là, tu pars déjà à -10. Tu sais, ouais. je veux dire, à un moment donné, le oui. rattrapage sera juste pas possible. Tu sais, Ouais. l'écart va être trop gros. Donc moi, je pense que c'est ça qui va distinguer vraiment un bon conseiller pédagogique, parce qu'il va continuer à se pratiquer, en plus d'utiliser la machine pour bonifier ses stratégies ou toutes sortes de choses. Ouais. Oui, Mhm. vraiment. Je sais que Claude Ben, Frog est vraiment dans Ouais. cette ligne-là. Là, je ne l'ai pas encore utilisé assez, là, mais Oui, il y a oui. déjà une grosse différence. Puis je pense que Microsoft, ce qu'ils veulent faire, c'est que tu vas faire une recherche, par exemple, ben, mettons avec Copilot, je sais pas quoi les autres. Puis après ça va passer dans Claude. Donc ta Ah ouais, hein? recherche, ouais, c'est ça qui s'en vient, ça va être encore plus puissant. Là, mhm. comme tu as le choix, là, ça analyse ChatGPT, je sais pas quoi, après ça, ben, le modèle GPT, ensuite Claude, mais là, ça ferait. Ah ouais. Mhm. Hum. Ben oui, absolument. Ben c'est ça. On est au balbutiement hein, de tout ça. Dans 10 ans d'ici, on va être rendu très, 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 très loin, là. Ça va avoir énormément évolué. Ben, c'était bien intéressant, Elisabeth. Merci beaucoup. Ça m'a fait Vous pouvez, avec vos petits pouces en l'air, montrer votre appréciation. Un petit groupe qu'on est ici, je déposerai pas de formulaire plaisir. d'appréciation sur la plateforme. On a un en temps réel. Voilà. Merci, Elisabeth. Vous allez pouvoir avoir accès, si jamais vous voulez revoir l'atelier, il va être déposé sur notre site web. Alors, vous pourrez y avoir accès. On a des événements à venir encore d'ici la fin juin. On a encore 3 événements. Une classe de maître et 2 ateliers, si je ne m'abuse, sur des sujets très intéressants comme comment intervenir avec les personnalités autochtones. Je vous en dirai pas plus, je veux pas vous induire en erreur, je suis plus certaine là, de ce qu'il nous reste à vous présenter. Donc, venez consulter, puis on vous attend en grand nombre. On a l'infolettre aussi, vous pouvez demander de recevoir notre infolettre. On est à la fin de la campagne de renouvellement du membership. On en parle à toutes les fois, comment devenir membre et comment renouveler son membership. On a toujours besoin d'aide, que ce soit conseil d'administration, que ce soit sur un de nos comités de travail, pour justement les réseaux sociaux ou pour organiser les, euh, les événements. Donc, suivez-nous sur nos réseaux puis sur notre site web pour avoir de plus amples informations à cet effet-là.
Et j'en profite pour remercier Elisabeth de sa présentation très intéressante. On a beaucoup appris aujourd'hui, puis ça nous a donné Oh, une merci. vision concrète de ce que ça peut représenter pour nous. Alors, je vais vous saluer, je vais arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui. Et je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue à tous nos événements à venir. Merci encore Merci et au beaucoup. revoir. Merci. Bonne fin de Merci. journée. Merci. Bye. Bye Bye. bye.